Julie Manon et Robin Évard de Bruxelles. Euh, voilà. Ben, merci beaucoup pour cette opportunité, pour l'occasion de venir présenter nos recherches ici. On travaille tous les deux en orthopédie à Bruxelles. Euh, on va directement aller dans le vif du sujet. Je voudrais que vous imaginiez ce patient. C'est un motard qui a percuté une voiture et vous voyez qu'il a une très grosse perte de substance au niveau de son tibia à gauche. À Bruxelles, il a été opéré comme suit. On lui a placé une allogreffe intercalaire. Donc, c'est quelque chose qui marche très bien, surtout pour les patients de cet âge-là. Et pour des pertes de substances intercalaires de son tibia, ça a été fixé avec un clou. Euh, Malheureusement, dans son histoire clinique, ça a évolué assez mal. Donc, il rentre en pseudarthrose, il s'est infecté plusieurs fois. Les vis sont cassées, il y a un raccourcissement du membre, ça ne va pas. Et malheureusement, ce patient-là a terminé comme ceci. Donc, on est face à un problème. Le problème est le taux de complication des allogreffes osseuses massives qui est encore trop important. La solution serait d'améliorer l'ostéo-intégration des allogreffes pour éviter toutes ces complications. Et forcément, le bénéfice sur la mortalité et la morbidité serait excellent, évidemment sur l'impact psychologique des patients, évidemment un impact financier également. Donc, pour répondre à cette question, essayer de trouver cette solution, on a deux angles d'attaque. Le premier, c'est d'améliorer la qualité de l'allogreffe, avec comme hypothèse de faire en sorte que l'immunogénicité résiduelle des allogreffes soit supprimée, parce que l'hypothèse serait qu'elle bloque l'ostéointégration. Le deuxième objectif est d'améliorer l'environnement de l'allogreffe. Les allogreffes sont souvent mis dans des terrains défavorables, et donc l'hypothèse est d'appliquer le Diamond Concept aux techniques des membranes induites. Donc, l'immunogénicité résiduelle des allogreffes. Pour essayer de la supprimer, il y a une technique d'ingénierie tissulaire bien connue qu'on nomme la décellularisation qui existe. On a pu appliquer un protocole de décellularisation par perfusion d'os longs porcins, le fémur et l'humérus. Voilà à quoi ça ressemble une fois disséqué et une fois décellularisé par perfusion, j'insiste. Et on a pu caractériser ces nouveaux types de greffes en long et en large, histologiquement parlant, pour bien démontrer la décellularisation, mais aussi pour démontrer la perte de l'immunogénicité de ces greffons. Ça a déjà fait l'objet d'une publication récemment. Alors, ce nouveau type d'allogreffe, forcément, on l'a testé en in vivo chez des grands modèles animaux, chez le porc, et on l'a comparé avec des allogreffes dites conventionnelles qui n'ont pas été traitées. Et là aussi, une fois qu'on les décellularise, ces allogreffes montrent un potentiel d'ostéointégration qui est supérieur aux allogreffes conventionnelles. On peut le voir avec de l'histologie, avec beaucoup de types d'immunohistochimie sur la néangiogenèse, sur l'ostéocalcine, sur la différenciation cellulaire. Ça a aussi fait l'objet d'une publication récemment dans le journal de Bone. Alors forcément, un os doit pouvoir résister à beaucoup de contraintes mécaniques. Et on a fait énormément de tests mécaniques qui ont permis de très belles collaborations avec l'ENSTA à Paris, avec l'ECAM, des écoles d'ingénieurs. Et donc, on a pu, par exemple, démontrer que certains protocoles étaient plus bénéfiques que d'autres pour décellulariser un os, tout en gardant des contraintes mécaniques correctes, que nos allogreffes décellularisées avec notre protocole étaient physiologiquement résistantes, de la même manière que tout autre type d'allogreffe. Et on a pu aussi démontrer que irradier et décellulariser donnait un effet potentialisateur qui est défavorable. Donc, il faut éviter à tout prix. Suite à ça, on peut se demander, on a réussi grâce à la décellularisation à un petit peu améliorer l'ostéointégration. Mais qu'est-ce qu'il en est de ce réseau vasculaire? On a pu démontrer qu'il était bien décellularisé, on conserve la matrice extracellulaire avec le collagène 4. Malheureusement, le protocole de décellularisation détruit macroscopiquement beaucoup du tissu vasculaire médulaire. Mais quand on regarde microscopiquement, si on injecte par l'artère nourricière, on continue à avoir une perfusion complète de l'os dans toute sa profondeur, probablement par un effet d'infusion ou de diffusion. Donc ça veut dire qu'on peut toujours exploiter ce réseau-là pour encore un peu plus améliorer l'os. Ceci aussi a été publié dans Bone. Alors, comment encore améliorer un petit peu plus l'os? Eh ben, peut-être en recellularisant l'os, en réinjectant des cellules souches du futur receveur. Pour ça, il a fallu évidemment créer une chambre, un bioréacteur pour l'os qu'on a pu dimensionner, confectionner par impression 3D. On a fait énormément de tests aussi, et ceci est en cours de reviewing dans un journal. Et les résultats finaux de ces recellularisations, je vous le montre ici, sont des résultats préliminaires. Et on peut voir qu'il y a énormément de cellules qui peuvent se déposer dans toute la matrice extracellulaire de l'os, tant dans la cavité médulaire, comme vous le voyez ici, qu'à l'intérieur du cortex, dans les lacunes vasculaires, dans les ostéoplastes. Et on peut même voir que les cellules sont tellement à l'aise qu'elles forment même leur propre matrice collagénique.
Forcément, c'est toutes des superbes images. On a aussi pu le quantifier en démontrant que le volume osseux avait tendance à augmenter après la recellularisation. Alors, si on veut maintenant améliorer l'environnement de l'allogreffe, on va vouloir créer un genre de supermembrane. Et comme supermembrane entourant un os, eh bien, vous en connaissez déjà deux, notamment le périoste, qui est cette membrane qui entoure tous les os longs, qui est très bien vascularisée et qui a une couche cambiale au contact de l'os avec des cellules souches ostéogéniques. Mais aussi la membrane induite, qui est une technique qui a été développée par le professeur Masquelet, et qui est en fait une réaction contre corps étranger, donc contre le ciment, et qui crée cette chambre biologique, cette membrane qui est également très bien vascularisée avec tout l'apport de facteurs ostéo-inducteurs et de cellules souches. Donc notre but, c'est d'appliquer le Diamond Concept qui reprend tous les critères nécessaires à l'intégration d'une allogreffe. Donc tout d'abord, créer une membrane ostéoconductrice, donc à base d'un fascialata dans notre cas, de le décellulariser et puis d'y ajouter des cellules souches mésenchymateuses et ostéogéniques, d'avoir un regard éventuellement sur les facteurs ostéo-inducteurs, le tout en assurant une stabilité mécanique qui sera assurée par une allogreffe osseuse massive, contrairement à des allogreffes autologues spongieuses. On mettra le tout dans un modèle préclinique in vivo, tout en ayant un regard sur la vascularisation de cette membrane. Donc tout d'abord, pour comparer le fascialata, nous l'avons comparé au périoste. Nous avons pu montrer qu'il était très collagénique et que la grosse différence était surtout dans l'absence de cellules souches dans cette matrice. Ensuite, nous avons voulu donc décellulariser cette membrane pour la recellulariser ensuite. Nous avons comparé différents protocoles et nous avons pu mettre en évidence la validation de tous les critères de Crapo qui définit le succès de la décellularisation dans la littérature, aussi bien d'un point de vue de l'élimination des cellules que de la préservation des matrices. En revanche, après un mois, quand on a implanté les membranes sur le dos de rat, on peut voir qu'il n'y a qu'un seul protocole qui ne permet pas une immunisation, et c'est grâce au taux de HLA qui passe sous le seuil du pourcentage. Donc nous proposons d'ajouter ce critère dans la définition de la décellularisation. Ensuite, nous avons implémenté des cellules souches qui viennent du périoste, qui sont prédisposées vers la lignée ostéogénique, avec tous les marqueurs ici, le RUNX2, le séocalcine et le rouge alizarin. Et quand on cultive ces cellules en présence de matrices dans des puits de culture, on peut s'apercevoir ici sur la droite que la présence d'une matrice minéralisée permet une différenciation ostéogénique spontanée, contrairement au fascialata ou au périoste sur la gauche. Ceci est très intéressant car cela nous permet d'utiliser des cellules souches non différenciées, de garder leur potentiel réplicateur tout en assurant une différenciation spontanée au contact de l'os au milieu. Ensuite, pour la stabilité mécanique, comme je le disais tout à l'heure, eh bien, on va utiliser une allogreffe osseuse massive, mais il faut aussi l'ostéosyntéser. Donc, au lieu d'utiliser deux plaques orthogonales qui risquent d'écraser la membrane et les cellules souches également, nous avons designé un nouveau clou pour le fémur porcin que nous avons designé en 3D et imprimé en titane. Et nous avons associé avec la création d'une nouvelle table chirurgicale pour permettre d'opérer les deux fémurs du cochon en même temps et que ce cochon soit son propre contrôle avec d'une part l'allogreffe seule entourée du périoste et d'autre part l'allogreffe plus la néomembrane. Donc voici les résultats de notre étude préclinique où vous voyez bien la membrane qui est recellularisée et entourée autour de l'allogreffe. Et ça, ce sont les résultats après 3 mois. Donc, on explante les allogreffes et on peut voir aussi bien du côté périoste que du côté membranaire l'envahissement des ostéoclastes, la nouvelle apposition de matrices ostéoïdes et l'envahissement par des cutting cones, donc un réseau vasculaire bordé d'ostéoblastes. Concernant la vascularisation, eh bien, le fascialata est vascularisé par la branche descendante de l'artère circonflexe latérale de la cuisse. Nous avons tout d'abord mis au point une technique d'injection qui permettait de voir, d'étudier la vascularisation aussi bien en imagerie qu'en dissection. Et dans un deuxième temps, cela nous a permis de montrer qu'il existait bien une vascularisation intrinsèque au fascia. Donc, en conclusion, plusieurs solutions ont été apportées, que ce soit la diminution de l'immunogénicité par la décellularisation par perfusion de l'allogreffe, que par l'augmentation de l'environnement biologique de l'allogreffe par la nouvelle membrane. Ensuite, concernant les perspectives, eh bien, la transition clinique est à nos portes, puisque nous essayons de transmettre nos modèles
à des modèles humains et nous essayons également d'améliorer l'ingénierie tissulaire en permettant de créer un nouvel arbre vasculaire qui soit compétent et, comment je vais dire, et non coagulant. Ensuite, concernant les développements, il y a pas mal de projets connexes qui sont en cours, à savoir de pouvoir développer une technologie hospitalière in situ pour la création de guides de coupe sur mesure et l'utilisation de lambeaux vasculaires autologues chez le patient. Voilà, je vous remercie pour votre attention. Merci pour les présentations. Y a-t-il des questions parmi vous? Thomas, il y a un micro devant vous ici, monsieur. D'abord, vraiment bravo, parce que c'est un double exploit. D'abord, votre recherche est un exploit, mais surtout de présenter cette quantité de recherche en 10 minutes, c'est un exploit en lui-même. Alors, c'est loin de moi de mes prérogatives de recherche, mais comme j'ai pris la succession d'Alain-Charles Masquelet à Vicenne, je me permets quand même d'intervenir. Deux questions. La première qui est un petit peu pour vous titiller, mais est-ce que depuis justement cette technique de la membrane induite, est-ce qu'il y a encore vraiment des indications à l'allogreffe massive? Vous avez présenté un premier cas pour attirer notre attention, mais on sait bien que ce qui a conduit à l'amputation de ce patient, c'est pas simplement l'allogreffe, c'est les circonstances de la perte osseuse, avec un délabrement ouvert du membre inférieur. Parce que s'il n'y avait pas eu de délabrement, il n'y aurait pas eu de perte de substance osseuse. L'os serait resté à l'intérieur. Et donc également d'un contexte septique, vous l'avez bien dit, etc., etc. Donc ce n'est pas juste le problème de l'allogreffe. Et finalement, la technique de la membrane induite, elle permet de guérir grande partie des pseudarthroses, y compris sur des pertes de substances étendues. Donc c'est un magnifique travail, mais première question, est-ce qu'il y a encore des indications à l'allogreffe massive? Deuxième question, plus sur le travail. Comment vous voyez l'utilisation à terme? Parce que je ne suis pas sûr d'avoir tout compris. Moi, ce que j'ai compris, c'est que vous preniez une allogreffe et que vous preniez aussi une allogreffe de fascia lata pour en faire une membrane et permettre justement l'intégration de cette allogreffe. Donc finalement, vous avez besoin de deux allogreffes, vous avez besoin un petit peu d'ingénierie tissulaire pour les préparer. Et après, comment vous voyez l'implantation en un temps, en deux temps? Oui, alors je vais répondre tout de suite à votre question parce qu'en fait, la fin de votre question répond à ce que j'ai envie de vous dire. En fait, la membrane induite, tout d'abord, elle a été développée dans un concept septique. Donc, le but était effectivement de créer cette membrane. Donc, en deux temps chirurgicaux, il y a toujours deux temps chirurgicaux pour la création de la membrane puisque c'est créé in vivo. Et ça, c'est une des premières choses qu'on essaye de pallier. Donc, c'est de passer du deux temps à un seul temps chirurgical et que notre membrane soit directement prête à l'emploi dès la reconstruction au premier temps chirurgical. Donc, ça, c'est le premier point très important qui permettrait de bypasser tout ce délai d'attente, ce délai de décharge pour le patient, ce délai économique, aussi bien pour la société que pour le patient. Et ensuite, la deuxième chose, c'est la stabilité mécanique qui est nécessaire pour la consolidation. Et le fait d'apporter une allogreffe massive a déjà une stabilité mécanique en soi, parce que c'est une allogreffe qui est structurelle, contrairement à la membrane induite où c'est souvent de l'autogreffe, donc c'est autologue et c'est du spongieux, donc il n'a pas de stabilité intrinsèque ou structurelle. Donc c'est un peu les deux choses qu'on a essayé d'améliorer par nos travaux. Et en termes d'applicabilité, le but est réellement donc d'avoir cette membrane prête à l'emploi qui pourrait être soit stockée au préalable dans des banques de tissus, qui pourrait être prête à l'emploi comme ça, ou alors la dernière partie de nos travaux dont je parlais pour la vascularisation. En fait, toute cette étude-là, qui est encore en cours, nous a permis de voir qu'il existait un réel plexus
intrafacial, en plus du réseau suprafacial et sous-dermique que nous connaissons bien. Donc, en fait, il y avait des artères perforantes qui étaient décrites à travers ce fascia, mais réellement, elles envoient des petits vaisseaux, tout un réseau vasculaire intrafacial. Et cela nous permettrait, en fait, de modifier quelque peu le lambeau qui a été décrit en chirurgie plastique et de reconstruction, qui est le lambeau ALT, donc le lambeau antérolatéral de la cuisse, pour en faire en fait une membrane qui soit autologue et vascularisée in situ dans le patient. Donc ça, c'est un peu je veux dire, les perspectives cliniques à plus court ou moyen terme. Voilà. Merci pour votre présentation. Alors, je suis absolument pas orthopédiste, mais je fais de l'ingénierie tissulaire en recherche. Donc, votre projet m'a fortement intéressée. Et j'avais plus des questions techniques. Vous parliez donc de décellularisation par perfusion, mais vous perfusez quoi? Perfuse l'artère nourricière des os longs. Donc, on a décidé de créer des modèles où on était sûr, en fait, d'avoir une seule artère nourricière par os, donc que la perfusion soit complète sur le modèle osseux. Et donc, en faisant ça, on a pu démontrer qu'on pouvait aller dans toute la profondeur de l'os. Donc, le but de la thèse aussi qu'on a pu faire, c'est essayer de remettre l'os dans le groupe organe. C'est un organe comme un autre, il est vascularisé, il y a une artère comme tous les autres organes, et on a décidé d'utiliser ce canal-là. Comme beaucoup d'autres domaines de l'ingénierie tissulaire, utilisent aussi l'artère comme voie d'entrée pour beaucoup de types de process. On étudie les reins comme ça, le pancréas avec leur artère unique. Les os longs en ont aussi. Okay. Et du coup, dans les résultats que vous avez présentés à la fin avec les coupes histologiques, c'était la membrane induite appliquée sur votre allogreffe que vous aviez décellularisée ou c'est juste la membrane induite? Non. C'est juste la membrane induite? Oui. Ok. On avait des... Oui. Et du coup, vous, j'imagine que vous avez mis donc vos cellules souches. Vous les avez laissées en culture combien de temps? 1 mois. 1 mois. Et comment vous êtes sûr qu'elles ne se dédifférencient pas à nouveau? Vous avez fait, je sais pas, de l'immunohistochimie, de la PCR Oui. pour les deux derrière pour être sûr que ça reste Oui. bien des ostéoblastes et ostéoclastes? Oui, tout à fait. Donc, il y a eu un moment où j'avais montré une slide où il y avait 4 images histologiques qui étaient sensiblement les mêmes et où j'avais changé du coup les cibles des immunohistochimies. C'était en effet un marquage GFP pour être bien sûr que c'était les cellules que j'avais injectées, une histologie conventionnelle du Ki67 pour voir que les cellules étaient bien vivantes, et puis un marquage de différenciation de l'ostéocalcine, qui est un marquage de différenciation indirect pour bien s'assurer que les AMSC, ce sont des cellules adipeuses, se différenciaient ou non en ostéoblastes. Ok. Et donc, vous avez fait ça 1 mois. Ouais. Vous n'êtes pas encore allé plus loin? Non, on n'a pas été plus loin. Prochaine étape? Ouais. Ok. Ben, merci, c'était très intéressant comme présentation à tous les deux. Merci.